Aujourd'hui, nous abordons le livre Eldorado de l'auteur Laurent Godet. Laurent Godet, oui, c'est un nom qu'on connaît bien maintenant, né en 72, romancier, dramaturge aussi, publié chez Actes Sud. Tout à fait, et il a eu des prix importants, hein, le Goncourt des lycéens pour La mort du roi de Songor, et puis le Goncourt tout court pour Le soleil d'Escorta. Exactement. Une écriture forte, traduite un peu partout. Et donc Eldorado, le roman dont on parle aujourd'hui, est sorti en 2006. Oui, Eldorado. Et c'est un livre qui prend aux tripes, je trouve. Le thème central, c'est ce voyage terrible des migrants vers l'Europe. Cet Eldorado rêvé. Hmm, Le titre dit tout, hein, cette quête d'une terre promise. Le livre explore vraiment ça, hein, l'espoir fou qui fait tout quitter, et puis la violence du voyage, les sacrifices. On perd tout parfois. Ses illusions, son identité, même sa vie. c'est vrai. Et la structure du roman, si je me souviens bien, elle alterne entre deux histoires, c'est ça? C'est exactement ça. D'un côté, on suit deux frères soudanais, Soleiman et Jamal, dans leur périple vers l'Europe. Et de l'autre, et c'est ce qui va nous occuper là, l'histoire du commandant Salvatore Piracci. Ah oui, Piracci. Voilà, un garde-côte italien basé en Sicile. Et leurs histoires, même si elles commencent loin l'une de l'autre, elles sont liées par cette question de la frontière, de la migration. D'accord. Alors, concentrons-nous sur Piracci pour commencer. On est à Catane, en Sicile, c'est ça? Oui, Catane. Et Piracci, c'est un vieux de la vieille, on peut dire. Ça fait 20 ans qu'il fait ce métier-là, patrouiller en Méditerranée. 20 ans. Son boulot, c'est d'intercepter les bateaux de migrants. Il appelle ça garder la citadelle Europe. Mais dès le début, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui, une sorte de fatigue. Une lassitude profonde, comme si sa mission n'avait plus de sens pour lui. C'est ça. Et on le rencontre d'abord dans un endroit très, très vivant, le marché aux poissons de Catane. Ah oui, la pêcheria. Exactement. L'ambiance, l'odeur de poiscaille, les vendeurs qui crient, les étals pleins à craquer. C'est très méditerranéen, très bruyant, vivant. Hmm. Mais Pirazzi, lui, il voit pas ça comme ça. Son regard est différent. Il est comme fasciné par les poissons morts. Les gros thons, les espadons, ouverts, vidés. Exposés comme des trophées, dit le texte. Oui, voilà. Pour lui, c'est pas une fête de l'abondance. C'est une macabre exposition. Il regarde ses yeux morts et ventre ouvert. C'est assez sombre comme vision. Ah ouais, et c'est sûrement pas anodin. Cette façon de voir le marché, ça nous dit beaucoup sur lui, sur son état d'esprit. Hmm, Toute cette mort au milieu de la vie, ça fait écho à ce qu'il vit en mer, non? ouais. La détresse, la mort parfois, la richesse qu'offre la mer sur les étals et la misère qu'il récupère sur l'eau. Le contraste est violent. C'est très juste. Et c'est là, dans cette foule, dans ce bruit, qu'il a cette sensation. Bizarre. Il est sûr qu'on l'observe. Ce sentiment. Oui, c'est insistant. Alors il se retourne, assez brusquement d'ailleurs, mais personne. Enfin, personne de spécial. Et là, il y a le poissonnier qui... Oui. Le poissonnier le voit faire et lui lance, un peu pour rigoler. Alors, commandant, on s'est fait caresser par un fantôme. Un fantôme. Le mot n'est pas choisi au hasard, peut-être. Ça touche quelque chose chez Piracci. Ben oui, parce qu'on apprend qu'il est terriblement seul en fait. Séparé de sa femme, elle vit à Gênes, lui en Sicile. Pas d'enfant. Il se sent le fils de plus personne. Sa vie manque de témoins, quoi. Exactement. Et cette solitude immense, ça le rend peut-être plus sensible à ce sentiment d'être regardé, ou bien au fantôme de son passé, justement. C'est une question intéressante. Comment la solitude change notre perception du monde? Oui, on se demande ce qu'on ressentirait dans cette situation. Être si seul au milieu de tout ce monde. C'est oppressant, peut-être. Il pense même à appeler son ex-femme. Ah oui. Oui, juste pour entendre sa voix, vérifier qu'elle existe encore, que tout son passé n'a pas disparu. Mais bon, il ne le fait pas. Et un peu plus tard, juste avant de quitter le marché, ils sont à nouveau ce regard sur lui. Encore? Oui, mais cette fois, il se retourne plus calmement, et il la voit. Une femme, immobile, à quelques mètres. Ah. Brune, la peau mate, un visage assez maigre, émacié, et des yeux noirs, très intenses, qui le fixent. Pas d'expression particulière? Non, ni hostile ni souriante, rien. Juste une attention incroyable, obstinée presque. Le texte dit qu'elle le regarde comme on fixe un point lointain que l'on veut atteindre. C'est puissant comme image. Oui, il est troublé. Il essaie même de lui sourire, mais ça ne vient pas. Alors il s'en va, il essaie de chasser cette image de sa tête. Mais on se doute bien que ça ne va pas s'arrêter là. Cette femme, son immobilité, son regard, c'est un signe. Elle n'est pas là par hasard.
Ça sent la confrontation. Et elle arrive vite, la confrontation. L'après-midi même, il pleut sur Catane, l'Etna est là, menaçant dans l'ombre. Belle ambiance. Oui, Piracci sort pour aller voir son ami Angelo. Un type sympa, Angelo. Il tient un kiosque à journaux. Ancien ingénieur, la soixantaine, Piracci est assez proche de lui bizarrement alors qu'il est plutôt distant d'habitude. Mhm. Et au moment où il ouvre la porte de son immeuble pour sortir, elle est là, Oh là là. juste devant lui. La femme du marché. Toujours aussi immobile, le même visage têtu, les mêmes yeux grands ouverts qui le fixent. Ou qui fixent à travers lui peut-être. Le face-à-face. Inévitable. La tension monte d'un cran là. C'est clair, Piracci est scotché, il se fige. Sa première pensée, c'est qu'elle est peut-être folle, mais tout de suite après, il ressent autre chose. Une sorte de reconnaissance, vague, troublante. Il a l'impression de l'avoir déjà vue. Oui, le passé qui remonte. Mais sans pouvoir mettre le doigt dessus. C'est angoissant. Et c'est elle qui parle en premier. Sa voix a un accent. Piracci pense à du turc, mais son français est impeccable. Elle demande juste « Vous ne me reconnaissez pas, commandant ?» Direct. Ça doit faire un choc. Ah oui. Il est pris au dépourvu. Il sent qu'il devrait la reconnaître. Il sent que, quand il saura qui elle est, ça va faire mal. Son cerveau cherche à toute vitesse, mais rien. Le blanc total. C'est terrible comme situation, non? Ce visage qui vous connaît, et vous, rien. Oui, un vrai vertige. Le passé qui frappe à la porte, littéralement. Et la clé, elle ne vient pas de sa mémoire à lui. Elle vient de la femme. Elle sort un vieux portefeuille, tout abîmé. Elle en sort un bout de papier journal, jauni, plié, replié, une photo dessus. Elle le lui tend. Et elle dit juste 2 mots. Mais 2 mots qui pèsent une tonne. Le Vittoria, 2004. Le Vittoria. Voilà. Piracci n'a même pas besoin de regarder la photo. Le nom suffit. D'un coup, tout remonte. Le souvenir de cette interception. Exactement. Le souvenir est d'une précision incroyable. Ce bateau, le Vittoria, intercepté en mer, à la dérive depuis 3 jours, et les gens à bord. Comment ils étaient? Il se souvient d'un amas d'hommes en péril. Épuisés, déshydratés, mais surtout silencieux. Silencieux. Pas de joie d'être sauvés, pas de peur. Non, juste un silence, écrasant. Le silence de ceux qui ont vu trop d'horreurs, vécu trop de choses. La misère pure face à lui. Il se rappelle avoir essayé de les compter, sans y arriver. Trop nombreux, trop entassés. Et ce sentiment qu'il avait eu, Oui, ce sentiment terrible que, même en les sauvant, ce n'était pas suffisant. Qu'ils avaient traversé trop de cauchemars pour pouvoir vraiment revenir à la vie. ce souvenir du Victoria, ça résume toute la tragédie de son travail en fait. Ce n'est plus juste une intervention parmi d'autres, c'est ce bateau-là, ces visages-là, ce silence-là, et cette femme. Elle était là, Oui, elle incarne tout ça. Elle rend ce passé concret, personnel. Il ne peut plus l'ignorer. Il est obligé de regarder en face les conséquences humaines de son rôle de gardien. c'est exactement ça. Et il est complètement dépassé. Il ne sait pas ce qu'elle veut, comment elle l'a retrouvée. Son réflexe est presque banal. Il pleut dehors, alors il invite à entrer. Un geste simple, presque mécanique. Oui, un geste d'hospitalité. Et en lui ouvrant la porte, il a un mouvement, il esquisse un geste vers son épaule pour la réconforter peut-être. Mais il retient sa main. Ah! Et là, le narrateur nous dit un truc fou. C'est exactement le même geste hésitant qu'il avait eu 2 ans plus tôt, en 2004, sur la passerelle entre son bateau et le Vittoria, quand il l'avait aidé, elle, à descendre. Incroyable. Et il avait retiré sa main aussi à l'époque. Oui. Parce que, comme aujourd'hui, il avait senti dans son regard à elle cette détermination farouche, cette volonté de marcher seul, de ne rien devoir à personne. C'est très fort, ce parallèle du geste. Ça montre bien son conflit intérieur à Pirazzi, entre le devoir, l'ordre de repousser, et puis l'humanité, l'envie d'aider. Et de l'autre côté, Et de l'autre côté, la dignité incroyable de cette femme. Même dans le pire dénuement, elle refuse d'être juste une victime. Ça pose la question au fond, qu'est-ce que c'est ce sauvetage, qui est aussi une interception, une fin de voyage forcé? c'est une très bonne question. Bon, ils sont dans son appartement maintenant. L'ambiance doit être électrique. On imagine, oui. Il va chercher 2 verres de vin. Mais il n'ose pas lui tendre le sien. Il le pose à côté d'elle, prudemment. Hmm. Elle le regarde, et elle répète sa question. Doucement, mais fermement. Vous vous souvenez de moi? Et cette fois, Cette fois, il hoche la tête. oui. Le nom du Vittoria a tout ramené.
Son visage est revenu, très net. Il ne se souvient pas juste du bateau en général, il se souvient d'elle, précisément. Ah, le souvenir est spécifique. Très spécifique. Il se revoit sur le pont du Victoria. L'évacuation était presque finie, le bateau semblait vide, mais il fait une dernière ronde, et il la trouve. Où ça? Prostrée, dans un coin sombre, agrippée à la rambarde, comme si elle allait tomber. Il se souvient de s'être approché doucement, d'avoir tenté un sourire pour la rassurer, de lui avoir parlé en italien, doucement. Il savait qu'elle ne comprendrait pas les mots, mais il espérait que le ton, qu'elle accepte de le suivre. Et elle? Elle n'a pas bougé. Elle est restée là, muette, immobile, le regard perdu dans le vide. Ce souvenir précis, ça change tout quand même. Ce n'est plus juste une migrante anonyme parmi tant d'autres. Il y a eu ce moment entre eux, ce face-à-face silencieux. Oui, Un moment où elle était totalement vulnérable et lui, il était là, dans son rôle, mais peut-être un peu impuissant aussi. Et qu'elle revienne aujourd'hui? ça inverse tout. Exactement. La dynamique est complètement inversée. Sur le Victoria, c'était lui le sauveteur, l'autorité. Maintenant, c'est elle qui l'a retrouvé, c'est elle qui mène, qui a le pouvoir de la mémoire. Ce n'est plus seulement le drame général des migrants qui l'affronte, c'est son histoire à elle. C'est tout à fait ça. Et on sent bien que cette rencontre, c'est pas juste une anecdote dans sa journée. C'est un tournant. Son malaise au marché, sa solitude, tout ça, c'était peut-être une préparation à ce moment. Oui, comme si le passé devait forcément revenir le chercher. Le passé qui frappe à la porte, sous la forme la plus concrète possible. Une femme, un nom de bateau, une date. Absolument. Et cette femme revenue de la mer, ce fantôme du marché qui est bien réel, elle incarne toutes les questions que Pieracci commençait sans doute à se poser sur son travail, sur le sens de tout ça. Quelle est la dette du sauveteur envers le sauvé? Surtout quand le sauvetage met fin à la quête de cet Eldorado. C'est ça. Le livre nous jette dans cette confrontation dès le début. Et on se doute que ça va obliger Pieracci à tout remettre en question. Mais qu'est-ce qu'elle veut au juste, cette femme? C'est ça la grande question qui reste. Est-ce qu'elle vient réclamer quelque chose, chercher de l'aide, ou lui apporter autre chose? Peut-être. En tout cas, ça nous laisse là, avec cette interrogation. Ça nous fait réfléchir à l'impact de ces traversées, de ces rencontres forcées en mer. Quelle trace ça laisse des deux côtés? C'est une pensée forte pour conclure cette première partie.